bonjour, je m'appelle Pierre-Yves McSween, je suis comptable agréé, malgré tout, je suis sympathique. Ah, je peux faire ce que je veux dans mon studio maison, je peux dire de la merde dans mon studio maison, personne dit quoi faire dans mon studio maison, c'est moi le capitaine dans mon studio maison, je dois rien à personne dans mon studio maison, je peux te traiter de conne dans mon studio maison, je peux dire que je t'aime encore dans mon studio maison, je peux faire des solos avec ma bouche dans mon studio maison. J'étais un bon étudiant à l'école. Moi, j'étais un étudiant qui voulait performer, c'est vrai, là. Tu sais, avoir des bonnes notes, là, je te dirais, de maternelle jusqu'à secondaire 4, 5, pour moi, c'était important. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que ça servait à rien. Tu sais, c'est comme dans la vie, de demander, tu accumules trop de diplômes ou trop de valeurs, trop de grosses notes, mais que tu dis, OK, quelle est la loi de Pareto? Tu sais, je suis en train de travailler pour rien, pour avoir juste un petit peu plus, puis au bout du compte, ça change rien. Tu sais, avoir un 92 ou 98, who cares? Donc, tu sais, ça m'a pris du temps avant de décrocher de ça. Pour moi, c'est une valorisation parce que, si tu veux, dans les sports, j'étais né en septembre. Puis en septembre, ben, t'es plus petit de la classe. Donc, il y avait mon ami Frédéric, qui lui, il était déjà un homme à troisième année, mais moi, j'étais un enfant. Fait que je pouvais pas performer. Fait que fallait que je performe à l'école, tu comprends? Donc, oui, mais j'étais comme un bizarre de gars parce que j'étais très timide. Vraiment très timide. Mais en même temps, un peu turbulent des fois. Donc, j'étais comme impulsif. Je sais pas, des fois, j'étais très tranquille. Mais quand je faisais une niaiserie, je la faisais trop. Ça n'a pas vraiment changé, je vais t'avouer. C'est pas mal ça l'histoire de ma jeunesse. À l'école, j'étais un bon étudiant. Tu sais, dans la vie, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Hein, Moi, je voulais être scientifique parce que c'était très valorisé dans ma famille, donc je voulais aller en sciences. Parce que quand tu es un jeune, tu sais, c'est en sciences que tu as des bonnes notes puis que ça vaut la peine. Parce que si tu as des bonnes notes en arts plastiques, c'est dur de comparer le dessin puis tout ça, puis j'étais pas très bon. Donc, j'étais bon en sciences, donc je me suis valorisé par ça. Donc, j'ai fait tous les cours de sciences pour pas me brûler d'étapes, pas me barrer de porte. Donc, je suis allé faire sciences pures. Puis, j'étais allé à la Polytechnique, commencer ingénierie. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, bien, c'est pas ça que je veux faire. Moi. Donc, je suis descendu à HEC Montréal parce que c'est vraiment comme ça, parce qu'il y a une grosse côte à l'Université de Montréal. Puis tu descends, puis tu arrives en bas de l'échelle à HEC. Et là, j'ai commencé à faire un bac, puis on m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, tout sauf comptable agréé. Tu sais, à l'époque, c'était comptable agréé. Aujourd'hui, il faut dire comptable professionnel agréé. Mais je dis, pouvez-vous me créditer des cours? Elle dit, non, tu deviens comptable professionnel agréé, il n'y a rien à créditer. Mais je dis, je veux pas devenir ça, c'est sûr. L'année suivante, je m'inscrivais en comptabilité parce que c'était une excellente formation générale. C'est la formation la plus complète. Encore une fois, le gars ne veut pas se fermer de porte. C'est la formation qui te donne le plus de connaissances en économie, en finance, pour tous. T'sais. Parce que si tu fais juste économie, tu vas avoir moins de force en comptabilité et en finance. Donc moi, c'était vraiment le titre, si tu veux, à HEC qui était le plus valorisé. Puis comme j'avais encore mes relents d'être bon à l'école, j'avais besoin d'être dans la place la plus dure. Fait que c'est pour ça que j'ai fait ça. C'était comme on pense dans le marché du travail. Premières années, tu travailles extrêmement fort pour un salaire de crève-faim, mais tu peux augmenter rapidement dépendant de ce que tu performes encore. C'est un peu comme l'école, c'est une méritocratie de comptable agréé. Tu commences dans un cabinet, puis tu as des promotions calculées si tu fournis le rendement. Donc, ça sécurise quelqu'un. Puis demander, tu te dis, OK, là, j'ai mon titre, je peux faire ce que je veux. Donc, première des choses que tu fais, c'est que tu démissionnes. Et là, je suis devenu consultant. Mais pendant ce temps-là, j'avais fait, moi, journalisme on the side. J'avais commencé à faire journalisme le soir et les fins de semaine. Donc, mon rêve de faire un peu, de montrer que j'étais cool dans autre chose, je le faisais comme ça. Puis j'ai fait le cours, tout ça. Mais quand tu finis journaliste, t'es comptable agréé, là, t'es consultant dans une banque. T'as beau envoyer des CV en journalisme, mais c'est comme dans n'importe quoi, hein. Bon, envoie-nous ce que t'as fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire rien, puis on va mettre ça exactement à la même place que tout le monde, la filière 13. Donc, la poubelle. Donc, finalement, moi, ma vie s'est passée comme ça, tranquillement, pas vite. J'ai essayé de faire des médias, puis j'ai arrêté. J'ai dit, OK, j'ai envoyé mes CV, ils n'ont rien voulu savoir. Je garde ça en background. J'ai fait des cours à l'École nationale de l'humour le soir, des cours de tam-tam. J'ai fait beaucoup de formations de bar. Donc ici, j'étais un bar, là, mais j'ai fait mon cours de barman. Je suis barman selon le ministère de l'Éducation. Très utile quand tu es comptable, dans un party de Noël. Et finalement, avec tout ça, bien, ça fait en sorte que j'enseignais aussi. Là, tu es comptable agréé, t'enseignes, ça t'apprend à vulgariser beaucoup. T'enseignes devant le monde, ça t'apprend à parler devant le monde sans être gêné vraiment. Donc, t'enseignes, tu as fait du journaliste, tu es comptable agréé, il y a une niche qui se crée. Puis à un moment donné, ben, comme ça, j'écrivais un texte. J'écrivais un texte, puis à la presse, puis ils l'ont publié. Puis après ça, ils m'ont toujours publié ce que je leur envoyais. Puis à un moment donné, on a commencé à me payer pour faire ça. Puis ça a déboulé après ça, la télévision, la radio, tout ça. Et puis c'est ça, petit à petit, c'est arrivé. Puis des fois, tu veux quelque chose, puis ça fonctionne pas.
Puis des fois, mais tu mets, tu sais, j'appelle ça la théorie du chaos, tu mets les choses en perspective, tu t'essaies des affaires, puis de un moment donné, il y a une cohérence. Parce que être comptable agréé, journaliste, barman, tu sais, il n'y a pas de lien entre ça. Mais à la fin, faire de l'humour à la radio avec une formation comptable, là, il y a une cohérence. Là, tout le monde dit « Oh, ton plan est incroyable, tout ce que tu as fait, tu es arrivé dans une logique, tu sais. » Puis ma mère, je te une petite anecdote, ma mère me faisait manquer l'école quand j'étais jeune, une fois par année. C'était pour aller au Salon du Livre. Et moi, j'étais comme, un jour, j'aimerais ça être moi-même le gars qui a écrit un livre, tu sais. Mais pour moi, c'est des gens sur une autre planète, c'est des gens tellement plus hot que... Finalement, à un moment donné, tu te rends compte, c'est comme dans n'importe quel domaine. Pour écrire un livre, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu prennes ton clavier puis que tu écrives, puis que tu aies une valeur marchande pour qu'il y ait un éditeur qui s'aille tente de te publier. Donc, c'est arrivé. Donc, ma mère m'a fait manquer l'école quand j'étais petit et ça a servi à quelque chose. Tu sais, c'est vraiment incroyable. Ça, je suis content. Première des choses que j'ai compris, c'est que faut pas que tu parles d'argent avec un ton sérieux. Tout le monde fait ça avec un ton extrêmement sérieux, austère. Puis j'ai réalisé que ma valeur marchande à moi, c'est d'être capable d'en rire tout en ayant une extrêmement grande compétence là-dedans. Donc, il y a des gens qui ont peut-être moins de compétences et en étant sérieux, ça leur donne beaucoup de sécurité. Donc, moi, ce que j'ai fait à la place, c'est que j'ai dit, OK, je vais être Pierre-Yves McSween qui parle d'argent, puis comme je suis comptable agréé, comptable professionnel agréé, je sais de quoi je parle. Donc j'ai commencé à sourire. Donc, on sourit quand on parle d'argent. Regarde, si mettons, je te dis, on est en déficit, ou je te dis, nous sommes en déficit. Tu sais, c'est pas pareil. Donc, c'est la même chose, on parle d'argent. Puis là, un moment donné, on commence à parler de finances personnelles. Puis, en fait, c'est pas l'Arcan qui m'a dit, un moment donné, moi, je commençais à faire des chroniques avec lui. Puis moi, je voulais tellement en donner aux gens qui avaient ma compétence. C'est-à-dire, je voulais être respecté par mes pairs aussi. Mais il dit, comprends que tes pairs, c'est peut-être 3 à 5 de l'auditoire, mais il y a 95 de l'auditoire qui sont pas avec votre formation. C'est à eux, il faut que tu parles. Puis tes collègues, il faut que tu apprennes à leur dire des plus grandes évidences pour toi. Puis j'ai accepté cette transition-là. Et là, mes pairs aiment le côté que je donne à la finance puis que les gens leur en parlent. Donc, tu vois, je suis allé à un congrès hier, une conférence, puis tout le monde venait me parler de ça, justement, comment ils aimaient le ton. Donc, oui, il y a ça. Deuxièmement, tu sais, en journalisme, tu n'as pas de formation en finance. C'est aussi drôle que ça puisse paraître. Quand les gens sont formés en journalisme, ils ont un bac en communication, un certificat en communication, mais le journalisme d'affaires, c'est quelque chose que les gens apprennent sur le tas souvent. Donc, c'est très rare que quelqu'un qui a une formation en affaires, qui a un excellent salaire, se dit « Tiens, je vais aller perdre du salaire pour aller faire des communications ». C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est parce que je suis une bébête rare de dire « Hey, j'ai un salaire de comptable agréé dans les 6 chiffres, je vais accepter de descendre. » Donc, c'est juste ça. C'est accepter d'une vie différente. Évidemment, ça remonte le salaire après une fois que tu performes. Mais il n'y a pas de garantie. C'est comme faire un livre, c'est du bénévolat faire ça. Là. Et à un moment donné, il y a du monde qui l'achète. Et là, tu te dis « Ah, j'ai atteint mon point mort. » C'est-à-dire, j'ai vendu assez de copies pour couvrir le montant que ça a pris. Mais c'est une valorisation. Tu sais, ma mère doit être contente parce qu'elle m'a fait manquer l'école pour ça. Donc, tu vois, ça a donné quelque chose. Il y en a plusieurs, mais je vais te parler d'un moment précis. Il y a un gars qui s'appelle Michel Dumais, qui était au Journal de Montréal. Maintenant, il est rendu aux communications, en politique. Mais ce gars-là m'a dit, à un moment donné, moins de finances, plus de McSween. Et c'est le meilleur conseil qu'on m'a donné. Et vraiment, il m'a dit, à un moment donné, quand j'ai fait le switch au 98.5, il m'a dit plus de McSween. Un petit message Facebook comme ça. Donc, Michel, je te remercie parce que vraiment, j'avais besoin que quelqu'un me le dise de l'externe. Puis il y en a d'autres, mais évidemment, Paul Arcan, il me coachait les premières semaines quotidiennement, m'appelait pour me dire ça oui, ça non, ça trop compliqué, ça. Donc, vraiment 2 personnes qui ont influencé comme ça. Et je dirais aussi Patrick Lagacé, qui est très gentil à mon égard, c'est-à-dire que quand je lui demande des conseils ou il me répond très gentiment. Donc, il y a beaucoup de gens qui, dans ce milieu-là, ce que j'aime, c'est qu'ils ne te voient pas comme un adversaire, mais comme ils participent à ton bonheur. Puis, tu sais, au lieu de... Je pense que les gens qui sont compétents dans leur métier n'ont pas peur des autres, donc les aident au lieu de leur nuire. Et les gens qui sont compétents veulent que la vie aille mieux pour tout le monde. Donc, moi, j'aime beaucoup ces gens-là qui, au lieu de vouloir penser à eux dans une relation, pensent à ce qui pourrait t'arriver de bien. Puis il dit, moi, il y a quelqu'un qui m'a aidé dans ma vie, pourquoi moi je le ferais pas pour le prochain? Donc ça, oui, ça, très content de ça. Ça, c'est drôle parce que je vais vous faire une confidence. J'ai lu beaucoup de ma vie pour financièrement à l'école, tout ça, mais
lire pour le plaisir, il y a un moment donné dans ma vie, je me suis dit, hey, ça fait 3-4 ans que j'ai lu un livre pour le plaisir parce que tu lis tellement à l'université, tu lis tellement pour ton travail, tu es toujours en train de lire qu'à un moment donné, moi je lis beaucoup plus d'articles que de livres complets. Mais je vais te donner un exemple. Ce que j'ai aimé lire, moi, dans ma vie, c'est Stéphane Dompierre, une espèce de gars qui écrit pour le gars de 30 ans, 35 ans, qui est un peu loser des fois, qui se remet en question. Donc, moi, ça a été ma lecture que j'ai aimée pour me divertir. Stéphane Dompierre, l'ensemble de son œuvre. Pas mal ça, vraiment, que j'ai allumé. Sinon, je suis beaucoup plus un gars qui lit pour se cultiver, comprendre. Mais des romans... Tu sais, j'ai jamais lu Harry Potter. Économiquement, je donne des conseils, mais il y a une chose que j'ai dépensé plus que la moyenne, c'est en CD. Moi, je suis un de la vieille école qui a acheté des CD comme... Écoute, j'ai dû acheter dans ma vie 1800 CD. Entre 12 ans et 37 ans, j'en achète presque plus parce qu'aujourd'hui, j'ai fait le calcul économique puis je m'en viens là de dire je vais m'abonner sur Google Play, payer 10 $ par mois puis avoir l'ensemble du monde. C'est bien plus rentable que s'acheter des CD, mais moi, je suis allé de Broken Bells à Francis Cabrel, tu sais, je fais Bryan Adams, tu sais, mon côté de Captain Rock aussi, tu sais. Puis que je suis allé un peu partout, mais tu vois, récemment, qu'est-ce que j'ai acheté? Qu'est-ce que j'ai acheté récemment que j'ai bien aimé? Je me souviens plus. J'en achetais beaucoup trop. Ouais, j'en achète trop. S'il y a une affaire à dire, c'est ça. Tu sais, demander t'en acheter plus que ce que tu as le temps d'écouter, moi, je suis rendu là. Je suis un Edgar Fruitier de la musique indépendante. Je veux pas être la nutritionniste des affaires. C'est-à-dire que, tu sais, la nutritionniste, c'est sûr, souvent on voit une nutritionniste à la télé, là. Tu sais, la madame n'a pas eu d'enfant, elle mange des carottes, elle n'a pas le stress de la famille, elle performe dans son travail, puis là, elle dit, il faut faire l'exercice 30 heures par semaine. Tu sais, j'aime pas ça, ce discours-là, parce qu'évidemment, je comprends ce qu'elle dit, mais moi, j'ai envie de manger une frite de temps en temps. Bon, mais c'est la même chose avec les finances, tu sais. Moi, j'ai un discours qui est un peu comme elle, mais je comprends les gens de vouloir dépenser. La seule chose, c'est que je mange une frite de trop, là. Je peux aller me maigrir par après. Je dépense 1 000 $ à 20 ans. C'est correct, mais si je l'avais investi, à 30 ans, ça aurait changé ma vie. Donc, le plaisir que tu as à 20 ans est tellement un extrêmement gros coup de renonciation par rapport à ce que tu vas avoir. Donc, ce qui me fatigue, c'est qu'on sort d'école et on veut se gâter parce qu'on s'est privé. Donc, on s'achète une voiture neuve, on s'achète des voyages, on s'achète. Et puis là, on vient de perdre l'opportunité de devenir un investisseur. Là, je dis pas investir pour la retraite, je dis investir pour dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, moi, à mon âge, à cause de mon background, j'ai épargné suffisamment pour dire aujourd'hui, je peux perdre mon emploi, puis ça me dérange pas. Ben oui, ça me dérange, mais je vis pareil. Et je peux me permettre de faire une folie. Et je peux me permettre aussi de m'endetter de 5 000 parce que je l'ai dans mes REER. De toute façon, je peux bien un jour de dire, si je suis pas capable de le payer, au pire, je retire les REER, je vide ça, puis je le paye. C'est pas le but, mais je peux le faire. Donc, la liberté. Et moi, je veux que les gens puissent s'acheter la liberté parce que quand tu as 35 ans puis tu as 20 ans, il y a un monde incroyable entre les deux. Je pensais pas tant que ça, là. Mais mes amis et moi, ou tous les gens que je connais, tu sais, il y a des grandes déprimes de la vie qui arrivent entre 20 et 35 ans, puis tu penses pas les vivre, mais tu vas les vivre. Mais d'avoir la liberté de tout lâcher quand ça va pas dans ta tête, ça a un prix. Et tu peux pas savoir à 20 ans comment c'est important de pas être à la gorge. Donc, si tu savais en sortant de l'école toutes les épreuves que tu vas vivre, mais de savoir que tu n'auras pas la pression de garder ton travail, c'est extrêmement important parce que l'important, c'est pas de lâcher son travail, c'est d'avoir le pouvoir de le lâcher. Parce que tu ne te déprimes pas, tu ne fais pas un burn-out si tu es dans ton travail par choix. Tu as beau détester ton travail, si tu es encore là aujourd'hui, tu te dis c'est pas grave, je peux lâcher, donc tu n'es pas déprimé de ça. Mais si tu es pris dedans, tu n'aimes pas ce que tu fais, tu peux lâcher. Donc moi, j'étais comptable agréé et j'ai eu le luxe de lâcher, puis de commencer à enseigner, puis de retourner essayer de faire un doctorat. J'étais un drop-out, j'ai lâché, parce que j'ai trouvé que ça valait plus la peine. Mais tu sais, j'ai essayé des choses, j'ai pu le faire. Mais quand tu ne te donnes pas le lousse, ça arrive pas. C'est triste. Moi, j'étais un gars qui fantasmait sur l'écrit. Donc, au début, moi, j'étais persuadé que j'allais juste écrire des textes de temps en temps et un sideline, un peu, une petite paye d'être heureux d'avoir ça dans mon CV, tu sais, puis de le faire, puis c'était sympathique. Mais moi, j'avais une bonne voix, mais je parle vite souvent, donc j'ai appris à ralentir. Et la radio, je pensais pas que c'était mon médium, mais plus j'en ai fait, plus j'ai aimé ça. Donc, j'étais chanceux. Moi, j'ai pas commencé au canal communautaire, j'étais chanceux. Tu sais, à Radio-Canada, ça a été ma première expérience de radio à 10h30 la semaine. Je donnais des cours. Je travaillais à la Banque Laurentienne dans le jour au siège social jusqu'à, par exemple, 6h. À 6h, je partais, j'allais donner un cours à HEC de 7h à 10h.
Et à 10h30, j'avais une chronique à Radio-Canada le mercredi soir, une fois ou 3 semaines. Donc, il y a des jours que je faisais 3 employeurs différents. Je commençais à 7-8 heures le matin, puis je finissais à 11 heures le soir. Mais ça me donnait une ivresse de faire ce que j'aime dans la vie. Donc, j'étais techniquement fort. J'allais enseigner ça aux étudiants au deuxième cycle à HEC. Puis après ça, j'allais faire la radio le soir. Je parlais d'économie de sport. Et ça a été la meilleure école pour moi avec Robert Frozy à Radio-Canada. J'ai beaucoup aimé. Puis quand Alexandre Gascon m'avait appelé pour ça, je disais « Ah, cool, je vais essayer ça ». Et j'ai aimé ça. Après ça, on est allé à Joël Le Bigot le samedi, puis là, à Paul Arcand. Donc, j'ai appris dans des gros médias. J'ai eu la chance d'être payé pour apprendre, tu sais. Puis après ça, la télé, bien, c'est un corollaire. Tu écris des articles dans les journaux, puis là, ils aiment ce que tu écris. Donc, ils t'appellent pour une entrevue, puis tu te rends compte que tu es à l'aise. Puis comme tu n'as rien à perdre dans la vie, bien, tu continues à faire le clown avec les affaires. Puis les gens n'osent pas faire ça, mais moi, c'est ma personnalité. Je ne vais pas faker en ondes que je ne suis pas comme ça. Donc, je fais ça, puis ça marche bien. Puis comme moi, je suis prof ou je suis à la Banque Laurentienne, j'ai pas cette peur de perdre ma job dans les médias. Donc, j'ai toujours vu ça comme un passe-temps sympathique. Mais je te dirais que ça a pris du temps avant que je ne sois pas stressé de faire ça. Les premières semaines ou mois, tu sais, t'as pas l'Arcand qui te parle au micro, veut pas, tu sais, c'est pas l'Arcand, là, t'sais. Puis là, tu t'en rends pas compte, mais il y a du monde qui écoute. Donc, évidemment, il y a un impact, mais ça passe. C'est comme enseigner en classe la première fois. Tu shakes comme une feuille, puis après ça, tu rentres en classe comme si de rien n'était. On s'habitue au stress, hein, Puis, une moment donné, il n'y a plus de stress. Tu sais, un article, ça disparaît. Tu l'écris, il peut être sur Internet, tout ça, mais ça se noie dans tout ce qu'il y a comme article. Un livre, si tu fais un bon marketing avec ou tu as beaucoup de publicité, ça permet de faire vivre un ensemble. Donc, dans ce livre-là, je voulais qu'il y ait une brique au Québec que tu achètes, que tu prends, que tu loues à la bibliothèque, peu importe, que ta vie financière de A à Z, là, le big picture. C'est ça que je voulais. Et que les gens puissent se référer en s'obstinant avec son conjoint et sa conjointe de comment on doit gérer nos finances, mais dire crème, c'est écrit, là, noir sur blanc, regarde, on peut s'obstiner là-dessus. Donc, je voulais qu'il y ait un outil de réflexion. Donc, ça, puis le ton est extrêmement désinvolte, baveux, humoristique. T'sais. On parle d'argent, mais toujours avec une touche d'humour, j'amène mes enfants là-dedans. Je parle de la négociation avec mon fils de 4 ans et demi à l'époque quand je l'ai écrit. Puis comment il me négocie, puis je dis, garde, lui, il a compris la game, pas nous autres. Puis là, j'applique ce qu'il a fait au marché de l'achat ou de la transaction. Donc, mais pourquoi j'ai écrit ça? En fait, c'est que j'ai été approché pendant plusieurs années par des éditeurs. Hey, si tu publies quelque chose, tiens, voici, j'aimerais ça faire affaire avec toi. C'est bien beau, là. Mais moi, je ne vais pas faire un livre, que ce soit un flop. Fait que je vais le faire le jour où j'aurai un angle qui va m'intéresser. J'avais des sujets, mais pas l'angle. Puis un beau matin, Paul Arcand, il me dit, quand je faisais des chroniques de finances personnelles, il me dit, mais tout ça va être écrit dans ton livre, en as-tu vraiment besoin? Je dis, bien, quelle bonne idée. Alors, je lui réponds, mais Paul, tu vas faire ma préface, il dit, ça va me faire plaisir. Mais là, on est dans la farce, on est dans la joke, mais là, la joke est publique. Donc, mais il a accepté avec beaucoup, il était très, très gentil là-dessus. Paul Arcand, honnêtement, d'avoir accepté de faire ma préface. Il ne fait pas d'argent avec ça, là, mais d'accepter de prendre le risque de faire la préface d'un comptable fou, je vais en être reconnaissant toute ma vie. Puis après ça, bien, ça me donnait un angle pour commencer. En as-tu vraiment besoin? Oui, non, peut-être, mais c'est toujours l'angle de départ, puis ça amène une touche sympathique. Si tu dis, en as-tu vraiment besoin des enfants? Tu peux te choquer juste à voir le titre. Après ça, je t'explique pourquoi on se questionne. Même le mariage, là, les gens disent oui, mais après ça. Donc, le mot, là, vraiment, qui est bon là-dedans, c'est le vraiment. Parce qu'en as-tu besoin? La réponse est toujours oui. Mais vraiment, ça veut dire, tu es incapable de substituer ton besoin. Ça veut dire que si je veux m'acheter une voiture neuve, en as-tu vraiment besoin? Non, je n'ai déjà une, par roule encore. Good! T'es pas obligé. Donc, ça te permet de te créer une marge de manœuvre, tu sais, financière. Et il y a plein de gens qui m'écrivent, et c'est très drôle, qui me content leur histoire personnelle. Je suis allé pour m'acheter une auto, il y a une étudiante que j'ai eue, elle dit, tu sais, Pierre-Yves, puis là, je m'excuse, tu sais, elle est allée magasiner une Lexus, moi, je n'ai jamais fait ça. Elle m'écrit, elle dit, j'avais lu ton livre, fait que je suis sorti du concessionnaire, puis je l'ai investi à la place dans la compagnie de mon conjoint. Mais good! Donc, tu vois un peu, on change de mentalité. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est le scotch. Pourquoi? Parce que quand tu es un comptable, parfois, tu as une vie plate dans un cubicule, donc ça te prend un exutoire. Donc, j'ai découvert le scotch grâce à mon père, des racines, parce que McSween, évidemment, ça vient des illettrés. Hein? On s'appelait McQueen, qui est devenu McQueen, qui est devenu McSween. Donc, McSween, ça vient de là. Et ce qui est le fun avec le scotch, c'est que c'est un peu noble, c'est un long processus. Tu sais, c'est un processus patient. Il faut t'attendre 8, 10, 12, 20 ans avant que ce soit bon. Et c'est comme m'apprendre à être patient. Donc, je prends un verre de scotch tranquillement pour ralentir le rythme de vie de fou qu'on a. Et ce qui est bien avec le scotch, c'est qu'il y a plusieurs façons. C'est comme une multitude d'amour
gustatif. C'est-à-dire, tu as plein de sortes de fumé, pas fumé, tourbé, pas tourbé. Donc, contrairement à la vodka, qui est beaucoup plus du marketing d'une sorte à l'autre, le scotch, il y a vraiment une différence. Et c'est quelque chose qu'on peut partager entre amis. Donc, j'aime le scotch. Ça se prend bien avec une chronique financière, mais ça coûte vraiment trop cher pour la vie. Peu importe ce que tu dis, il y a des gens qui vont se sentir touchés moralisateurs. Bien, la ligne, c'est de montrer ça avec humour, de dire « Voici ce que je pense ». Si quelqu'un qui veut avoir une mauvaise foi et dire « Il moralise », il peut plus dire ça, effectivement. C'est moralisateur de te faire dire quoi faire dans la vie. Mais tu te dis « Regarde, voici mon point de vue. C'est pas nécessairement le tien, puis viens avec. Moi, ce que je te dis, c'est que voici ce qui arrive après. Tu pourras pas dire que je te l'ai pas dit. » Mais c'est vraiment de le faire avec humour, parce que, tu sais, dire au monde « Mettez 10 ou 20 d'épargne de côté par année. » Bon, c'est ça, là. C'est la réalité. C'est ça qu'il faut faire. Les lucides. Tu sais, ça marche pas. Les gens veulent pas se faire dire quoi faire. Ils veulent rire d'eux, avec toi. Donc, mon truc, c'est vraiment ça. Puis il y a de la morale un peu là-dedans. Veux pas me demander quand je te dis « T'as fait ça, voici ce qui va arriver. » tu sais. Mais moi, je veux pas que les gens le prennent comme ça. Je veux que les gens le prennent comme « Hey, j'ai un outil que quelqu'un qui a fait pour moi. » C'est pas pour moi que je l'ai fait. Je sais ce qui est écrit là-dedans, c'est moi qui l'ai fait. Donc, je suis tellement heureux d'avoir fait ça parce que j'ai du plaisir à en parler avec les gens. Bon, écoute, j'ai créé un monstre, il faut que je vive avec. Il y a des plus, j'en vends des livres parce que je l'ai créé, puis j'ai un trademark maintenant, c'est correct. Mais c'est un peu comme, prenez-vous un petit café de Mme Boucher dans Les Dames de cœur où, tu sais, faut vivre avec ce qu'on a fait. Moi, j'ai aucun problème. C'est sûr que la joke, j'en ai-tu vraiment besoin de ton livre? Je l'ai assez entendu, mais moi, j'ai toujours la même réponse. Montre-moi ton bilan financier, puis je vais te répondre. La joke s'arrête toujours là. Parce qu'à moins d'être millionnaire, souvent, je dis « OK, t'as raison, je vais l'acheter. » Vous n'êtes pas obligé, il y a la bibliothèque. Il y a 3 ans d'attente, mais il y a quand même la bibliothèque. Mais oui, je me le fais souvent dire, tu sais, puis, tu sais, je peux aller à l'épicerie, là, puis je viens pour prendre une pomme, puis les gens disent « Non, mais je sais que je suis pas le premier à te le dire, mais en as-tu vraiment besoin? » Hey, là, ils sont contents de me le dire. Tant mieux, écoute. Ça fait partie de la vie, tu sais. Les gens, c'est comme les gens qui font n'importe quel rôle de comédien. Puis là, tu sais, mettons, le gars, il joue un gratteux ou une femme fatale dans un téléroman. La fille qui joue ça n'est pas une femme fatale dans la vie. Puis là, quand elle se fait approcher, tu sais, les gens, ils font des jokes avec ça. Ça fait partie d'être un personnage, tu sais, dans les médias. Oh! Les finances, est-ce que ça peut avoir une idéologie politique? Bien, les finances personnelles, là, c'est beaucoup plus une idéologie de soi-même, survivre dans ce monde de fou, tu sais, parce que, veux pas, moi, je vois ça comme un jeu de Monopoly. Toi et moi, on joue au Monopoly. C'est quoi la game? Ce que tu perds, moi, je le gagne. Hein? C'est de l'échange d'argent. Donc, si tu décides de perdre ou si tu perds, il y a un gagnant quelque part. Donc, c'est pas à gauche ou à droite, c'est voici les règles du jeu. Moi, j'appelle ça plus les règles du jeu. Voici un livre de règles du jeu. Voici comment ça marche, la vie économique. C'est pas une question de droite ou de gauche, c'est de te dire, t'as beau être à gauche ou à droite, ça prend un régime de retraite, tu sais. Donc, il y a des gens très, très à gauche qui se battent contre le néolibéralisme, mais ça demeure pour moi qu'ils ont un régime de retraite, qui ont des actions dans Starbucks, qui ne payent pas d'impôts à des places dans le monde. Donc, ces gens-là sont socialistes de pensée, mais sont à droite de poche. Donc, au niveau des finances personnelles, moi, j'apporte toujours un bémol en disant aux gens, tu ne peux pas être parfaitement cohérent si tu as une idéologie. La preuve, si tu es extrêmement de droite, puis qu'une moment donné, tu n'as pas pris tes assurances, puis qu'il t'arrive de quoi, le système va te sauver. Est-ce que tu vas cracher sur les soins qu'on va te donner parce que toute ta vie, tu as pensé différemment? Non. Si tu es extrêmement de gauche, puis tu dis, ben, il faut que la vie, on fasse ce qu'on veut, puis les sociétés doivent aider tout le monde. OK? Mais sais-tu que si tu n'épargnes pas, tu vas être dans les gens les moins aisés, puis ça va être juste de ta faute. Ouais. Fait qu'il faut que tu sois un peu investisseur. Donc, en finance personnelle, c'est surtout, il y a des règles du jeu. Plus tu les connais jeune, mieux c'est. C'est pour ça que moi, je dis tout le temps, je l'ai fait pour les 15-35 ans, de base. C'est-à-dire que eux, c'est ma clientèle cible de dire, je peux changer une partie de ta vie avec ça. Après ça, on peut modifier des comportements, mais on ne changera pas de ta vie. Parce qu'à partir de 35-40 ans, si tu as fait des mauvais choix financiers, ils te suivent longtemps. Tu es pris avec. Tu as beau changer de comportement. Si l'autre a économisé 100 000 toi, tu as économisé 0, c'est bien de valeur, mais celui qui a 100 000, tu le rattraperas jamais. Puis lui, il va avoir une belle retraite, puis pas toi. C'est la règle du jeu. Publiquement, on m'a créé un personnage de radin qui ne pense qu'à l'argent. Non, c'est que moi, mon angle, c'est toujours de ramener les choses au plan monétaire, mais oui, le bonheur, il faut se faire en vivre. Je peux mourir d'un cancer demain. D'ailleurs, il y a plein de gens qui livrent le livre, puis leur souhait le plus cher, c'est qu'il m'arrive quelque chose là, pour dire « Tu regrettes d'avoir épargné? » Non, parce que j'ai des enfants, puis il faut que j'assure leur avenir minimalement, donc j'aurais pas eu le choix de toute façon. Mais oui, le bonheur est important. Moi, ce que je dis, c'est que le bonheur, c'est la liberté.
Et comme je te dis, il faut que tu épargnes pour avoir de la liberté. Donc, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de lien avec l'argent et la liberté. Il y en a un. Donc, il y a un lien avec le bonheur. Et plus loin encore, il y a plein de monde qui me dit, tu sais, Pierre-Yves, l'argent, ça ne fait pas le bonheur. Vous avez tout à fait raison, mais la pauvreté non plus, ça ne fait pas le bonheur. Donc, je ne tiens pas à me rendre là, tu sais. J'ai vu des gens vivre là-dedans, j'ai vu des gens être très précaires et ça génère un stress, donc du malheur. Et l'autre point, c'est de se dire, on ne sait jamais dans la vie ce qui va nous arriver. Donc, pourquoi prendre toujours des chances? Il y en a qui disent, oui, moi, je suis pas à l'argent. Non, mais on a toujours été à l'argent. Laissez faire l'argent. Je vous laisse, on va aller faire du troc. OK, bon, là, tout le métier que vous avez aujourd'hui, tu me dis, tu es régisseur de plateau. Qui va payer pour être régisseur de plateau dans un troc avec de l'agriculture, où tout le monde a ses terres, puis on s'échange le besoin de base? Non. C'est à cause de l'argent qu'il y a une société organisée, qu'il y a des gens qui peuvent gagner leur vie à être dans un bar, à être en assurance, à être en spectacle, à être partout, à être caméraman, à être animateur de télé. Donc, parce que la société est assez organisée pour que l'argent nous permette de décaler le temps entre le moment où on fait l'activité et le moment où on est rémunéré pour. L'argent, c'est une façon d'organiser la société. Et il y a des règles du jeu. Et tu peux dire te rebeller contre ça, mais au bout du compte, de toute façon, tu es bien de valeur. Tu vas être obligé de jouer les règles du jeu. Si tu n'as pas épargné, c'est le CHSLD qui t'attend. C'est ça la vie. Si tu as épargné, c'est peut-être pas juste ça qui t'attend pas, mais tu sais, tout ce qu'on voit sur Facebook, moi, ça me fait capoter. Parce que les gens mettent la journée qui sont en vacances, dans des vacances qui n'ont pas pu se payer. Donc, toi, tu es ami Facebook. Puis surtout, moi, j'en ai beaucoup maintenant d'amis que je connais pas, mettons 4800 que je connais pas. Et là, toute la journée, je me fais marteler des gens qui sont heureux, qui mettent leur journée de bonheur annuelle. Puis là, moi, je vois juste du monde qui sont heureux. Donc, moi, je déprime, tu sais. Mais non, parce que ces gens-là, ils sont dans un cubicule le restant de l'année ou dans une shop le restant de l'année pour se payer ça. Mais c'est ça qu'on voit pas. C'est qu'il y a un coût au bonheur matériel, mais aussi au bonheur de temps. Le temps, c'est de l'argent. Donc, moi, je veux du bonheur de liberté de temps. Voilà. Puis, tu sais, en as-tu vraiment besoin? Personne ne peut dire maintenant, dès que quelqu'un dit ça au Québec, il dit, bon, on parle pas de McSween, mais c'est drôle, ça me crée un brand sans le vouloir, mais c'est drôle. T'sais, mais souvent, le monde me niaise avec ça, c'est sûr. T'sais. Chaque fois que quelqu'un me fait signer un livre, non, j'en ai-tu vraiment besoin de ton livre? Ah, vous êtes le premier à me la faire, celle-là.